Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien en cette belle journée. Je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour vous faire découvrir la suite du livre de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné. Véritable tribune contre la condamnation à la peine de mort. Bonne écoute, belle découverte. Et surtout n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager cette vidéo. Celle-ci vous plaît. À très bientôt. Chapitre 26. Il est 10h. Oh, ma pauvre petite fille. Encore 6 heures et je serai mort. Je serai quelque chose d'immonde, qui traînera sur la table froide des amphithéâtres. Et une tête qu'on moulera d'un côté, un tronc qu'on dissèquera de l'autre. Puis de ce qui restera, on en mettra à plein une bière, et le tout ira à Clamart. Voici ce qu'ils vont faire de ton père. Ces hommes dont aucun ne me hait, qui tous me plaignent et tous pourraient me sauver. Ils vont me tuer. Comprends-tu cela, Marie? Me tuer de sang-froid, en cérémonie, pour le bien de la chose. Ah, grand Dieu. Pauvre petite, ton père qui t'aimait tant, ton père qui baisait ton petit cou blanc et parfumé, qui passait la main sans cesse dans les boucles de tes cheveux, comme sur de la soie, qui prenait ton joli visage rond dans sa main, qui te faisait sauter sur ses genoux, et le soir, joignait tes deux mains pour prier Dieu. Qui est-ce qui te fera tout cela maintenant? Qui est-ce qui t'aimera? Tous les enfants de ton âge auront des pères, excepté toi. Comment te déshabitueras-tu, mon enfant, du jour de l'an, des étrennes, des beaux joujoux, des bonbons et des baisers? Comment te déshabitueras-tu, malheureuse orpheline, de boire et de manger? Oh, si ces jurés l'avaient vue, au moins ma jolie petite Marie, ils auraient compris qu'il ne faut pas tuer le père d'une enfant de 3 ans. Et quand elle sera grande, si elle va jusque-là, que deviendra-t-elle? Son père sera un des souvenirs du peuple de Paris. Elle rougira de moi et de mon nom. Elle sera méprisée, repoussée, vile à cause de moi qui l'aime de toutes les tendresses de mon cœur. Oh, ma petite Marie bien-aimée, est-il bien vrai que tu auras honte et horreur de moi? Misérable. Quel crime j'ai commis et quel crime je fais commettre à la société? Oh, est-il bien vrai que je vais mourir avant la fin du jour? Est-il bien vrai que c'est moi? Ce bruit sourd de cris que j'entends au dehors, ce flot de peuple joyeux qui déjà se hâte sur les quais, ces gendarmes qui s'apprêtent dans leurs casernes, ce prêtre en robe noire, cet autre homme aux mains rouges, c'est pour moi. C'est moi qui vais mourir. Moi. Le même qui est ici, qui vit, qui se meut, qui respire, qui est assis à cette table, laquelle ressemble à une autre table, et pourrait aussi bien être ailleurs. Moi, enfin, ce moi que je touche et que je sens, et dont le vêtement fait les plis que voilà. Encore, si je savais comment cela est fait, et de quelle façon on meurt là-dessus. Mais c'est horrible, je ne le sais pas. Le nom de la chose est effroyable, et je ne comprends point comment j'ai pu jusqu'à présent l'écrire et le prononcer. La combinaison de ces 10 lettres, leur aspect, leur physionomie, est bien faite pour réveiller une idée épouvantable. Et le médecin de malheur qui a inventé la chose avait un nom prédestiné. L'image que j'y attache, à ce mot hideux, est vague, indéterminée, et d'autant plus sinistre. Chaque syllabe est comme une pièce de la machine. J'en construis, et j'en démolis sans cesse dans mon esprit la monstrueuse charpente. Je n'ose faire une question là-dessus, mais il est affreux de ne savoir ce que c'est, ni comment s'y prendre. Il paraît qu'il y a une bascule, et qu'on vous couche sur le ventre. Ah, mes cheveux blanchiront avant que ma tête ne tombe. Je l'ai cependant entrevu, une fois. Je passais sur la place de Grève, en voiture, un jour, vers 11 heures du matin. Tout à coup la voiture s'arrêta. Il y avait foule sur la place. Je mis la tête à la portière. Une populace encombrait la grève et le quai, et les femmes, des hommes et des enfants étaient debout sur le parapet. Au-dessus des têtes, on voyait une espèce d'estrade, en bois rouge, que 3 hommes échafaudaient. Un condamné devait être exécuté le jour même, et l'on bâtissait la machine. J'ai détourné la tête avant d'avoir vu. À côté de la voiture, il y avait une femme qui disait à son enfant « Tiens, regarde, le couteau coule mal. Ils vont graisser la rainure avec un bout de chandelle. » C'est probablement là qu'ils en sont aujourd'hui. 11 heures viennent de sonner,
il graisse sans doute la rainure. Ah, cette fois, malheureux, je ne détournerai pas la tête. Oh, ma grâce, ma grâce! On me fera peut-être grâce. Le roi ne m'en veut pas. Qu'on aille chercher mon avocat, vite l'avocat! Je veux bien des galères, 50 galères et que tout soit dit, ou 20 ans, ou à perpétuité avec le fer rouge, mais grâce de la vie. Un forçat, cela marche encore. Cela va et vient. Cela voit le soleil. Le prêtre est revenu. Il a des cheveux blancs, l'air très doux, une bonne et respectable figure. C'est en effet un homme excellent et charitable. Ce matin, je l'ai vu vider sa bourse dans les mains des prisonniers. D'où vient que sa voix n'a rien qui émeuve et qui soit ému? D'où vient qu'il ne m'a rien dit encore, qui m'ait pris par l'intelligence ou par le cœur? Ce matin, j'étais égarée. J'ai à peine entendu ce qu'il m'a dit. Cependant, ses paroles m'ont semblé inutiles, et je suis restée indifférent. Elles ont glissé comme cette pluie froide sur cette vitre glacée. Cependant, quand il est rentré tout à l'heure près de moi, sa vue m'a fait du bien. C'est parmi tous ces hommes, le seul qui soit encore homme pour moi, me suis-je dit. Et il m'a pris une ardente soif de bonnes et consolantes paroles. Nous nous sommes assis, lui sur la chaise, moi sur le lit. Il m'a dit « Mon fils ». Ce mot m'a ouvert le cœur. Il a continué. « Mon fils, croyez-vous en Dieu ?» « Oui, mon père, lui ai-je répondu. »« Croyez-vous en la Sainte Église catholique, apostolique et romaine ?»« Volontiers, lui ai-je dit. »« Mon fils, a-t-il repris, vous avez l'air de douter. » Alors il s'est mis à parler. Il a parlé longtemps. Il a dit beaucoup de paroles. Puis, quand il a cru avoir fini, il s'est levé et m'a regardé pour la première fois depuis le commencement de son discours, en m'interrogeant. « Eh bien, je proteste que je l'avais écouté avec avidité d'abord, puis avec attention, puis avec dévouement. Je me suis levée aussi. « Monsieur, lui ai-je répondu, laissez-moi seul, je vous prie. » Il m'a demandé « Quand reviendrai-je » Je vous le ferai savoir. Alors il est sorti sans colère, mais en hochant la tête comme se disant à lui-même « Un impie. » Non, si bas que je sois tombé, je ne suis pas un impie, et Dieu m'est témoin que je crois en lui. Mais que m'a-t-il dit, ce vieillard? Rien de senti, rien d'attendri, rien de pleuré, rien d'arraché de l'âme, rien qui vint de son cœur pour aller au mien, rien qui fût de lui à moi. Au contraire, je ne sais quoi de vague, d'inaccentué, d'applicable à tout et à tous. Emphatique où il eût été besoin de profondeur, plat où il eût fallu être simple. Une espèce de sermon sentimental et d'élégie théologique. Ça et là, une citation latine, en latin. Saint-Augustin, Saint-Grégoire, que sais-je? Et puis, il avait l'air de réciter une leçon déjà 20 fois récitée, de repasser un thème, oblitéré dans sa mémoire à force d'être su. Pas un regard dans l'œil, pas un accent dans la voix, pas un geste dans les mains. Et comment serait-il autrement? Ce prêtre est l'aumônier en titre de la prison. Son état est de consoler et d'exhorter, et il vit de cela. Les forçats, les patients sont du ressort de son éloquence. Il les confesse et les assiste, parce qu'il a sa place à faire. Il a vieilli à mener des hommes mourir. Depuis longtemps, il est habitué à ce qui fait frissonner les autres. Ses cheveux, bien poudrés à blanc, ne se dressent plus. Le bagne et l'échafaud sont de tous les jours pour lui. Il est blasé. Probablement, il a son cahier. Telle page les galériens, telle page les condamnés à mort. On l'avertit la veille qu'il y aura quelqu'un à consoler le lendemain, à telle heure. Il demande ce que c'est, galérien ou supplicié, et relit la page. Et puis il vient. De cette façon, il advient que ceux qui vont à Toulon et ceux qui vont à la grève sont un lieu commun pour lui, et qu'il est un lieu commun pour eux. Oh, qu'on m'aille donc, au lieu de cela, chercher quelques jeunes vicaires, quelques vieux curés, au hasard, dans la première paroisse venue, qu'on le prenne au coin de son feu, lisant son livre et ne s'attendant à rien, et qu'on lui dise « Il y a un homme qui va mourir, et il faut que ce soit vous qui le consoliez. Il faut que vous soyez là quand on lui liera les mains, quand on lui coupera les cheveux. Que vous montiez dans sa charrette avec votre crucifix pour lui cacher le bourreau, que vous soyez cahoté avec lui par le pavé jusqu'à la grève, que vous traversiez avec lui l'horrible foule buveuse de sang, que vous l'embrassiez au pied de l'échafaud, et que vous restiez jusqu'à ce que la tête soit ici, et le corps là. Alors qu'on me l'amène, tout palpitant, tout frissonnant de la tête aux pieds, qu'on me jette entre ses bras à ses genoux,
et il pleurera. Et nous pleurerons, et il sera éloquent, et je serai consolée. Et mon cœur se dégonflera dans le sien, et il prendra mon âme, et je prendrai son Dieu. Mais ce bon vieillard, qu'est-il pour moi? Que suis-je pour lui? Un individu de l'espèce malheureuse, une ombre comme il en a déjà tant vu, une unité à ajouter au chiffre des exécutions. J'ai peut-être tort de le repousser ainsi. C'est lui qui est bon et moi qui suis mauvais. Hélas, ce n'est pas ma faute. C'est mon souffle de condamné qui gâte et flétrit tout. On vient de m'apporter de la nourriture. Ils ont cru que je devais en avoir besoin. Une table délicate et recherchée. Un poulet, il me semble, et autre chose encore. Eh bien, j'ai essayé de manger, mais à la première bouchée, tout est tombé de ma bouche, tant cela m'a paru amer et fétide. Il vient d'entrer un monsieur, le chapeau sur la tête, qui m'a à peine regardé. Puis a ouvert un pied de roi, et s'est mis à mesurer de bas en haut les pierres du mur, parlant d'une voix très haute pour dire tantôt c'est cela, tantôt ce n'est pas cela. J'ai demandé au gendarme qui c'était. Il paraît que c'est une espèce de sous-architecte employé à la prison. De son côté, sa curiosité s'est éveillée sur mon compte. Il a échangé quelques demi-mots avec le porte-clés qui l'accompagnait, puis a fixé un instant les yeux sur moi, a secoué la tête d'un air insouciant, et s'est remis à parler à haute voix et à prendre des mesures. Sa besogne finie, il s'est approché de moi en me disant avec sa voix éclatante « Mon bon ami, dans 6 mois, cette prison sera beaucoup mieux. » Et son geste semblait ajouter « Vous n'en jouirez pas, c'est dommage. » Il souriait presque. J'ai cru voir le moment où il allait me railler doucement, comme on plaisante une jeune mariée, le soir de ses noces. Mon gendarme, vieux soldat à chevrons, s'est chargé de la réponse. « Monsieur, lui a-t-il dit, on ne parle pas si haut dans la chambre d'un mort. » L'architecte s'en est allé. Moi, j'étais là, comme une des pierres qu'il mesurait. Et puis, il m'est arrivé une chose ridicule. On est venu relever mon bon gendarme, auquel, ingrat, égoïste que je suis, je n'ai seulement pas serré la main. Un autre l'a remplacé, homme à front déprimé, des yeux de bœuf, une figure inepte. Au reste, je n'y avais fait aucune attention. Je tournai le dos à la porte, assis devant la table. Je tâchais de rafraîchir mon front avec ma main, et mes pensées troublaient mon esprit. Un léger coup, frappé sur mon épaule, m'a fait tourner la tête. C'était le nouveau gendarme avec qui j'étais seule. Voici à peu près de quelle façon il m'a adressé la parole. « Criminel, avez-vous mon cœur ?»« Non, lui ai-je dit. » La brusquerie de ma réponse a paru le déconcerter. Cependant, il a repris en hésitant. « On n'est pas méchant pour le plaisir de l'être. »« Pourquoi non ?» ai-je répliqué. « Si vous n'avez que cela à me dire, laissez-moi. Où voulez-vous en venir ?»« Pardon, mon criminel, a-t-il répondu. 2 mots seulement. Voici. Si vous pouviez faire le bonheur d'un pauvre homme, et que cela ne vous coûte à rien, est-ce que vous ne le feriez pas ? J'ai haussé les épaules. Est-ce que vous arrivez de Charenton ? Vous choisissez un singulier vase pour épuiser du bonheur. Moi, faire le bonheur de quelqu'un ? Il a baissé la voix et pris un air mystérieux, ce qui n'allait pas à sa figure idiote. Oui, criminel. Oui, bonheur. Oui, fortune. Tout cela me sera venu de vous. Voici. Je suis un pauvre gendarme. Le service est lourd, la paye est légère. Mon cheval est à moi et me ruine. Or, je mets à la loterie pour contrebalancer. Il faut bien avoir une industrie. Jusqu'ici, il ne m'a manqué pour gagner que d'avoir de bons numéros. J'en cherche partout sûr. Je tombe toujours à côté. Je mets le 76, il sort le 77. J'ai beau les nourrir, ils ne viennent pas. Un peu de patience, s'il vous plaît, je suis à la fin. Or, voici une belle occasion pour moi. Il paraît, pardon criminel, que vous passez aujourd'hui. Il est certain que les morts qu'on fait périr comme cela voient la loterie d'avance. Promettez-moi de venir demain soir. Qu'est-ce que cela vous fait ? Me donner 3 numéros, 3 bons. Hein ? Je n'ai pas peur des revenants, soyez tranquille. Voici mon adresse. Caserne Popincourt, escalier A. Numéro 26, au fond du corridor. Vous me reconnaîtrez bien, n'est-ce pas ? Venez même ce soir si cela vous est plus commode. J'aurais dégainé de lui répondre à cet imbécile si une espérance folle ne m'avait traversé l'esprit. Dans la position désespérée où je suis, on croit par moments qu'on briserait une chaîne avec un cheveu. Écoute, lui ai-je dit en faisant le comédien, autant que le peut faire celui qui va mourir.
Je puis en effet te rendre plus riche que le roi, te faire gagner des millions. À une condition. » Il ouvrit des yeux stupides. « Laquelle, laquelle ? Tout pour vous plaire, mon criminel. » « Au lieu de 3 numéros, je t'en promets 4. Change d'habit avec moi. » « Si ce n'est que cela, » s'est-il écrié en défaisant les premières agrafes de son uniforme. Je m'étais levé de ma chaise. J'observais tous ses mouvements. Mon cœur palpitait. Je voyais déjà les portes s'ouvrir devant l'uniforme de gendarme, et la place, et la rue, et le palais de justice derrière moi. Mais il s'est retourné d'un air indécis. « Ah, ça, ce n'est pas pour sortir d'ici. » J'ai compris que tout était perdu. Cependant, j'ai tenté un dernier effort, bien inutile et bien insensé. « Si fait, lui ai-je répondu, mais ta fortune est faite. » Il m'a interrompu. « Ah bien non, tiens, et mes numéros. Pour qu'ils soient bons, il faut que vous soyez morts. » Je me suis rassis, muet, et plus désespéré de toute l'espérance que j'avais eue. J'ai fermé les yeux et j'ai mis les mains dessus. Et j'ai tâché d'oublier. D'oublier le présent dans le passé. Tandis que je rêve, les souvenirs de mon enfance et de ma jeunesse me reviennent un à un, doux, calmes, riants, comme des îles de fleurs sur ce gouffre de pensées noires et confuses qui tourbillonnent dans mon cerveau. Je me revois enfant, écolier, rieur et frais, jouant, courant, criant avec mes frères dans la grande allée verte de ce jardin sauvage où ont coulé mes premières années, ancien enclos de religieuse, que domine de sa tête de plomb le sombre dôme du Val-de-Grâce. Et puis, 4 ans plus tard, m'y voilà encore, toujours enfant, mais déjà rêveur et passionné. Il y a une jeune fille dans le solitaire jardin. La petite Espagnole, avec ses grands yeux et ses grands cheveux, sa peau brune et dorée, ses lèvres rouges et ses joues roses, l'Andalouse de 14 ans, Pepa. Nos mères nous ont dit d'aller courir ensemble. Nous sommes venus nous promener. On nous a dit de jouer et nous causons, enfants du même âge, non du même sexe. Pourtant, il n'y a encore qu'1 an, nous courions. Nous luttions ensemble. J'ai disputé à Pépita la plus belle pomme du pommier. Je la frappais pour un nid d'oiseau. Elle pleurait et je disais « c'est bien fait ». Et nous allions tous deux nous plaindre ensemble à nos mères, qui nous donnaient tort tout haut et raison tout bas. Maintenant, elle s'appuie sur mon bras, et je suis tout fier et ému. Nous marchons lentement, nous parlons bas. Elle laisse tomber son mouchoir, je le lui ramasse. Nos mains tremblent en se touchant. Elle me parle des petits oiseaux, de l'étoile qu'on voit là-bas, du couchant vermeil derrière les arbres, ou bien de ses amis de pension, de sa robe et de ses rubans. Nous disons des choses innocentes et nous rougissons tous deux. La petite fille est devenue jeune fille. Ce soir-là, c'était un soir d'été, nous étions sous les marronniers, au fond du jardin. Après un de ces longs silences qui remplissaient nos promenades, elle quitta tout à coup mon bras et me dit « Courons !» Je la vois encore. Elle était toute en noir, en deuil de sa grand-mère. Il lui passa par la tête une idée d'enfant. Pépa redevint Pépita. Elle me dit « Courons !» Et elle se mit à courir devant moi, avec sa taille fine comme le corset d'une abeille, et ses petits pieds, qui relevaient sa robe jusqu'à mi-jambe. Je la poursuivis, elle fuyait. Le vent de sa course soulevait par moments sa pèlerine noire, et me laissait voir son dos brun et frais. J'étais hors de moi. Je l'atteignis près du vieux puisard en ruine. Je la pris par la ceinture du droit de victoire, et je la fis asseoir sur un banc de gazon. Elle ne résista pas. Elle était essoufflée et riait. Moi, j'étais sérieux, et je regardais ses prunelles noires à travers ses cils noirs. « Asseyez-vous là, » me dit-elle. « Il fait encore grand jour. Lisons quelque chose. Avez-vous un livre ?» J'avais sur moi le tome 2 des voyages de Spallanzani. J'ouvris au hasard, je me rapprochai d'elle. Elle appuya son épaule à mon épaule, et nous nous mîmes à lire, chacun de notre côté, tout bas, la même page. Avant de tourner le feuillet, elle était toujours obligée de m'attendre. Mon esprit allait moins vite que le sien. « Avez-vous fini ?» me disait-elle que j'avais à peine commencé. Cependant, nos têtes se touchaient, nos cheveux se mêlaient, nos haleines peu à peu se rapprochèrent, et nos bouches, tout à coup. Quand nous voulûmes continuer notre lecture, le ciel était étoilé. « Oh, maman, maman !» dit-elle en rentrant. « Si tu savais comme nous avons couru !» Moi, je gardai le silence. « Tu ne dis rien, » me dit ma mère. « Tu as l'air si triste. » J'avais le paradis dans le cœur. C'était une soirée que je me rappellerai toute ma vie. Toute ma vie.